Bienvenue dans ce nouvel immédiat estival puisque Jean-Yves Le Gallou est en promenade, il est en vacances, il sera donc remplacé par Michel Geoffroy. Bonjour Michel Geoffroy. Bonjour Hervé. Affaire Benalla, une semaine de rebondissements médiatiques, un scandale d'État sur fond de crise politique. Les casques blancs évacués de la Syrie, une organisation soutenue par les Occidentaux et présentée par les médias comme humanitaire, bien qu'elle comporte de nombreuses zones d'ombre. Portrait piquant de Charline Vanhoenacker, la journaliste belge qui se prend pour une humoriste. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Depuis une semaine, l'affaire Benalla fait les gros titres de tous les journaux. D'une petite affaire avec un collaborateur encombrant, c'est devenu une affaire d'État. Tout commence le 18 juillet avec cet article du Monde. Le Monde identifie sur une vidéo un collaborateur de Macron frappant un manifestant le 1er mai à Paris. Très rapidement, l'affaire prend de l'ampleur puisque tous les jours, on va apprendre de nouveaux éléments. Permettez de dire, d'ailleurs, je vous le signale au passage, j'emmerde le préfet ou rabrouer des commandants de police ou de gendarmerie sur plusieurs événements. Très rapidement pour la presse française, c'est un scandale d'État. C'est probablement l'affaire la plus encombrante du quinquennat de Emmanuel Macron. De nombreuses questions donc et peu de réponses de l'Élysée. Au cœur de la tourmente, le chef de l'État garde le silence alors qu'il traverse la plus grave crise de son quinquennat ce samedi. Une grave crise pour le quinquennat d'Emmanuel Macron pour la presse française, mais aussi pour la presse étrangère. Pour le Guardian, en Grande-Bretagne, il s'agit de la pire crise de la présidence de Macron. Elle endommage le jeune président car elle remet en question sa promesse de mener une république exemplaire, écrit le journal. Alors Hervé, dans cette affaire, on est un petit peu à contre-emploi, parce qu'habituellement, immédiat, on relève les censures des médias, les désinformations des médias mainstream, mais là, en l'occurrence, on n'a pas grand-chose à reprocher aux médias, en particulier au journal Le Monde, le fameux journal de référence, parce que c'est lui qui va publier l'information. Donc ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas non plus, me semble-t-il, d'emballement médiatique. L'emballement, il est plutôt ailleurs, politico-administratif. Mais là, en l'occurrence, les médias ont joué leur rôle, ils ont informé. Reste que, on a quand même pas mal de choses à dire et cette partie sera longue, notamment dans l'évolution du vocabulaire qui va être employé par les journalistes. Prenons quelques exemples avec cette coupure du Figaro du 19 juillet, c'est-à-dire le lendemain de la révélation du Monde. Collaborateur violent de Macron, des gestes absolument inadaptés. On relève ce mot collaborateur violent. Très peu de temps après, c'est-à-dire le 20 juillet, sur Le Parisien, Alexandre Benalla, itinéraire d'un impulsif. Pour l'Express, Benalla, l'embarrassant conseiller de Macron, on est toujours sur à peu près la même thématique qui se concentre sur le personnage de Benalla. Mais une évolution va se faire avec le temps pendant toute cette semaine, avec notamment cette coupure du Monde. Affaire Benalla, l'Élysée mise en cause. Jusqu'à cette une du Canard enchaîné, dans l'affaire Benalla, c'est Macron qui casque. Et oui, alors Michel Geoffroy, moi j'ai le sentiment de voir une vraie évolution, non seulement dans la cible, mais aussi dans le vocabulaire qui est employé par les journalistes. Oui, tout à fait. Alors on voit bien l'illustration du fait que nous avons une information qui suit l'actualité. Au départ, c'est une affaire individuelle, c'est présenté comme une bavure. Après, on s'aperçoit que la personne n'est pas vraiment un policier, qu'elle est un collaborateur de la présidence de la République. Et progressivement, l'affaire prend effectivement une autre dimension. Donc on est passé de la dimension individuelle, l'individu, d'ailleurs, on le voit dans le titre, l'affaire Benalla, c'est M. Benalla qui est en cause. Mais en fait, ça devient progressivement une affaire d'État, de fonctionnement d'abord de la police, fonctionnement de la préfecture de police, fonctionnement du ministère de l'Intérieur, et finalement, on débouche sur l'Élysée. Donc on voit bien le suivi qui est intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas de petite information. Il peut y avoir une information qui devient très signifiante au fil du temps, au fil des recherches. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de l'affaire Benalla. Donc
La progression que vous montrez, c'est tout simplement la progression de la réalité. C'est une information, c'est une pelote. Quand on commence à tirer le fil, on s'aperçoit derrière beaucoup de choses et il y a beaucoup de questions, comme disait tout à l'heure le journaliste. Et en fait, comme vous êtes en train de le dire, cette affaire est plus politique que médiatique, avec des politiques et une administration qui a tendance à se contredire. Et justement, la presse va relever pendant un certain temps cette espèce de stratégie mise en place par l'administration de contradiction. Avec France Info, affaire Benalla, contradiction autour d'une sanction. Ce n'est pas la seule contradiction qu'on a vue dans cette histoire. Et Libération qui titre l'affaire Benalla, l'État tétanisé. Tétanisé pourquoi? Tétanisé par les différentes contradictions et par une absence de stratégie de communication. Oui, et puis tétanisé aussi par les révélations, c'est-à-dire qu'on voit que derrière se pose la question de quel est le rôle réel de ce monsieur, à la fois dans les forces de police, à la fois à l'Élysée. On découvre qu'il a eu des avantages divers et variés, qu'il a même un statut qui est un peu bizarre par rapport à sa place officielle sur l'organigramme. Donc on voit que c'est vraiment une masse d'informations qui se développe progressivement, et notamment à cause des révélations qui découlent non seulement de la presse, mais aussi, ne l'oublions pas, des auditions parlementaires où défile tout le gratin policier parisien. Et puis, progressivement, on remonte jusqu'au chef de cabinet, la présidence de la République. Donc on a bien l'exemple de... quand on fait de l'information, ça suit l'actualité. L'actualité est mouvante. Et là, en l'occurrence, l'actualité est exponentielle. Alors, stratégie de la contradiction, mais aussi stratégie du silence pour l'Élysée. Affaire Benalla, l'Élysée garde le silence. Il a gardé le silence pendant extrêmement longtemps. Ça a fait écouler énormément d'encre. Avec toujours, encore une fois d'ailleurs, une de Libération, affaire Benalla, voyez avec l'Élysée qui, justement, de son côté, gardait le silence. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà de l'encre qui a coulé autour de cette affaire Benalla, de l'encre qui a coulé et du traitement médiatique qui a été extrêmement important. Rappelons, absolument tous les jours, on avait une nouvelle révélation sur l'affaire Benalla, de la voiture jusqu'au statut, du port d'armes, de la sanction, etc. Enfin, voilà, c'est difficile de faire le tour tellement on a eu de révélations autour de cette affaire. Mais au-delà des journalistes, c'est pas le microcosme des journalistes qui s'est intéressé à cette histoire, mais c'est surtout Internet et même la twittosphère. Sur Facebook, les articles autour de l'affaire ont été relayés des dizaines de milliers de fois. Sur Wikipédia, la page Affaire Benalla était ce week-end de la page la plus consultée de l'encyclopédie en français. Et sur Twitter, le garde du corps bagarreur a fait l'objet de plus de 1,5 million de tweets. Un volume gigantesque, c'est plus que pour Balance ton porc ou Je suis Charlie. Ah oui, c'est remarquable. Enfin, c'est plus important, les tweets sont plus importants que l'opération Je suis Charlie, qui a été quand même une énorme affaire. Donc on voit bien, d'ailleurs, que ça montre qu'au départ, me semble-t-il, il est probable que l'Élysée et les responsables politiques ont sous-estimé l'effet de cette opération et l'effet surtout également sur l'opinion, puisque l'effet est également très, très destructeur sur l'opinion. Ce qui a aussi été remarquable dans cette affaire, c'est, alors vous avez évoqué effectivement la stratégie de la contradiction, on peut se poser la question, ce défilé de responsables administratifs ou politiques qui se renvoient la balle, qui se contredisent allègrement, c'est quand même du jamais vu dans notre pays. Je veux dire, donc c'est aussi quelque chose qui a entretenu le suspense médiatique en cette période d'été. Enfin, je veux dire, ça a pris une place très, très supérieure à ce qu'on aurait pu penser en période d'été, qui est généralement des périodes plus plates, où on parle des soucoupes volantes, du monstre du Loch Ness ou du foot. Mais là, vraiment, ça a pris une ampleur parce que l'affaire elle-même est une affaire très importante. Alors, Michel Geoffroy, jusqu'à présent, on a quand même dit que la presse était très, très bien comportée. Mais figurez-vous que dans les médias, moi, j'aime bien pouvoir essayer de critiquer les biais médiatiques. Et j'ai quand même réussi à trouver des articles
essayant d'édulcorer ou alors d'excuser, de trouver un autre biais idéologique que le comportement scandaleux de M. Benalla. Dans Mediapart, j'ai trouvé cet article, le Marocain Alexandre Benalla de l'Élysée à la guillotine. Un peu plus loin dans l'article, on peut voir cet extrait. Ça aurait été un blanc qui tabasse un autre blanc, ou un blanc qui tape un arabe, ou un arabe qui tabasse un autre arabe, un black qui tabasse un autre black, ça passerait nickel chrome. Ah bah oui, là c'est le racisme, ça y est, c'est parti. C'est parti. Enfin, ça a fait flop, personne n'y a cru, ça marche pas du tout. Quant au brillant journaliste de France Culture, Brice Couturier, l'hystérie collective est déjà en train de retomber. Macron a bien fait d'attendre. À une question qu'on lui pose sur Twitter, pourquoi dites-vous que l'hystérie retombe? Il répond, je sens ces trucs-là, j'ai bossé dans la tendance autrefois. L'hystérie que l'on retrouve aussi dans cet article, affaire Benalla, stop à l'hystérie collective sur Figaro Vox. C'est un article signé par Édouard Tétrault qui nous évoque et qui vient au secours du brillant Emmanuel Macron, ce jeune exécutif qui a été élu pour éviter à la France de sombrer. L'hystérie, on la retrouve aussi sur un article de BHL qui a été publié aussi sur Le Point. Affaire Benalla, Macron et les piranhas par Bernard-Henri Lévy, qui nous évoque, mais rarement, il me semble, la chose sera allée si vite. Et c'est la première fois, il me semble, aussi que l'hystérie de certains médias, Le Parisien titrant « Photo suggestive à l'appui, un conseiller trop spécial » ou de certains commentateurs, Bernard-Henri Lévy, qui dans son papier se fait l'autre philosophe, Michel Onfray. Alors oui, alors là c'est intéressant parce que, à plus d'un titre. D'abord, le mot hystérie va commencer à apparaître systématiquement. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut établir la vérité, si je comprends ce qu'écrit M. Bernard-Henri Lévy, par exemple, c'est un hystérique. C'est-à-dire, on commence à médicaliser, l'hystérie c'est une maladie, on commence à vouloir médicaliser la volonté de rechercher la vérité dans une affaire plus qu'embrouillée et plus que bizarre, pour ne pas dire plus. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on voit bien qu'il y a 3 temps dans cette affaire, 3 temps médiatiques. Le premier temps, ça a été l'approche individuelle de la bavure, entre guillemets. Deuxième temps, ça a été la découverte, je dirais, de la face cachée de M. Benalla. Beaucoup trop nombreux privilèges de M. Benalla. Et donc là, cette affaire, progressivement, devient une affaire beaucoup plus, d'abord administrative, puis politique, puis une affaire d'État. Donc on passe de l'individuel au collectif, comme vous l'avez montré dans les titres. Et puis, il y a un coup d'arrêt. Le coup d'arrêt, il va être marqué par l'intervention du président de la République devant les députés de la République En Marche à la Maison de l'Amérique latine, où là, il va contre-attaquer. Et à partir de là, on va commencer à voir apparaître ces articles qui commencent à dire « Attendez, on en fait peut-être un peu trop ». C'est d'ailleurs ce que dit M. BHL. Il dit « On fait le jeu des populistes ». Ça y est, c'est parti. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de coup d'arrêt. Et n'oublions pas qu'il y a eu aussi un petit coup d'arrêt administratif quand le directeur de la sécurité et de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police est revenu, phénomène rarissime, est revenu sur sa déposition sous serment devant la commission de l'Assemblée nationale, déposition qui mettait en porte-à-faux le point de vue de l'Élysée. Tous ces événements se sont produits dans le même laps de temps, à peu près. Donc on voit bien maintenant, nous sommes rentrés dans un 3e temps, qui est le temps de la contre-attaque du pouvoir contre les médias et de la mise en accusation des médias. Vous avez un peu avancé sur la dernière thématique que j'allais évoquer. C'est justement cette contre-attaque du pouvoir, contre-attaque d'Emmanuel Macron. Ça s'est passé le 24 au soir. Effet de surprise, médias, bashing et provoque. Comment Macron a soigné sa sortie de silence, c'est le titre de 20 minutes. Avec LCI aussi qui reprend le même type d'information. Affaire Benalla, Macron attaque un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire et charge l'opposition. En effet, lors de la sortie de son silence, Emmanuel Macron a bâché violemment les médias qui, d'après Emmanuel Macron, se considèrent comme un pouvoir médiatique. Mais
il faut le préciser quand même, cette attaque ne passe pas, elle n'est pas du tout au goût de la presse. Avec cet exemple sur Libération, un article de Jonathan Boucher-Peterson, affaire Benalla, l'irresponsable sortie de Macron contre le pouvoir médiatique. Emmanuel Macron léché, porté au pouvoir par les médias, qui devient irresponsable pour les médias parce qu'il a osé taper le pouvoir médiatique. Oui, c'est amusant de voir le président de la République critiquer ce qu'il appelle le pouvoir médiatique et ce qu'il appelle aussi le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, par parenthèse, il ne devrait pas dire pouvoir judiciaire, il devrait dire autorité judiciaire, parce que théoriquement, la justice n'est pas un pouvoir mais une autorité. Je ferme la parenthèse. C'est amusant, puisqu'il doit sa victoire politique précisément à la mobilisation en sa faveur ou contre ses adversaires du pouvoir médiatique et du pouvoir judiciaire. Donc aujourd'hui, on assiste quand même à un retournement extraordinaire. Il critique ceux qui l'ont fait roi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et il est pour la liberté, mais pas pour que les médias insistent sur des affaires qui le mettent en difficulté et qui donnent une image quand même assez bizarre du fonctionnement des institutions, et en tout cas du fonctionnement de la présidence de la République. Donc il y a un retournement assez drôle. Mais encore une fois, dans cette affaire, les médias, je crois que là, ils ne sont pas vraiment coupables. Ils ont fait leur travail, ils ont informé. Et c'est un peu ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Donc, je dirais la suite au prochain numéro. On va voir ce qui va se passer. Exactement. N'essayons pas de lire dans les feuilles dotées, ce serait trop dangereux. On essaie de faire du journalisme et non pas de la prédiction. Mais Michel Geoffroy, un mot pour la fin. Il y a quand même un coup d'arrêt. Enfin, encore une fois, la tribune de Bernard-Henri Lévy est intéressante. Elle marque un coup d'arrêt aussi, même s'il a repris manifestement quelques arguments qui circulaient déjà. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans l'avenir. On va voir comment va évoluer cette affaire. Il est assez probable que nous sommes quand même en période d'été, il fait très chaud et il se peut que la passion retombe un peu, d'autant que le président de la République n'a pas tort, même s'il utilise aussi dans sa position un vocabulaire assez particulier, qui viennent me chercher. On a l'impression qu'on est dans les banlieues, là. Mais il n'a pas tort institutionnellement. Il est irresponsable politiquement devant le Parlement. Donc ça va être intéressant de voir l'avenir de cette affaire, la façon dont elle va évoluer au cours de l'été. Eh bien, c'est peut-être un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce sera d'ailleurs le dernier numéro d'Immédiat. En attendant, Michel, passons au zapping d'Immédiat. Il reste interdit d'accoster en Tunisie, dont l'embarcation est pourtant toute proche. Malte et l'Italie refusent aussi de les accueillir. Le second capitaine du Sarost 5, interviewé par Euronews, estime que les migrants comme l'équipage refusent toute aide humanitaire tant qu'ils ne sauront pas précisément où ils peuvent accoster. Au moins 19 migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation. Les gardes-côtes de la République turque de Chypre du Nord indiquent être parvenus à sauver 103 personnes de la noyade alors que 25 migrants sont portés disparus. Le pape François renouvelle son appel pro-migrants. Devant 25 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome ce dimanche, il a appelé la communauté internationale à réagir pour que cessent les naufrages en Méditerranée alors que plusieurs États européens ont choisi de se désengager. Jean-Claude Juncker était ce jeudi à Madrid, l'occasion pour le président de la Commission européenne de parler de l'amélioration des performances de l'économie dans l'Union et de la décrue du chômage, mais il n'oublie pas pour autant une faiblesse préoccupante. Il y a depuis quelques années un phénomène inquiétant, visible, perceptible, mais pas plausible. C'est le retour au nationalisme. Ils sont tous là pour Adama, 2000 personnes, dont la plupart ne connaissaient pas ce jeune homme de 24 ans, décédé il y a 2 ans, peu après son interpellation. La lutte contre les violences policières, c'est une cause qui nous touche particulièrement et c'est d'autant plus important de venir parce que c'est une lutte qui est invisible, c'est une cause dont on parle très peu. En tant que mère d'un enfant qui est plutôt coloré, eh bien j'ai peur. J'ai peur quand il sort le soir. L'enquête progresse, on vous le disait, dans l'affaire Benalla. Tous les êtres sensibles, qu'ils soient humains ou non,
capacité à souffrir. Ces militants véganes sont venus dénoncer la pêche et l'élevage des poissons et animaux marins. Всегда на грани. Наши заявления очень радикальные, очень провокативные и, по сути, действия, но ничего. Oksana Shachko s'est suicidée ce lundi à Paris. La cofondatrice du mouvement Femen avait 31 ans. Selon ses amis, Oksana Shachko a laissé derrière elle un mot rédigé en anglais où elle dénonce l'hypocrisie qui l'entoure. La grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations qui sont faites aux personnes grosses ou obèses, si on emploie un terme médical. Alors elle se manifeste comment, cette discrimination? Malheureusement, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le privé, dès l'enfance, dans la famille, qui est un environnement souvent toxique. Bon, alors donc, dans ce zapping, alors bien sûr, la séquence habituelle, on est habitué, hein, tous les zappings le montrent, la séquence sur les migrants. Le pape François, hein, aussi. Là, pour une fois, on parle du pape, évidemment, quand il prend des positions politiquement correctes. Bon, la seule chose qu'on pourrait conseiller au pape, c'est de se renseigner auprès du ministre de l'Intérieur italien, M. Matteo Salvini, qui a dit « Le meilleur moyen d'empêcher les noyades en Méditerranée, c'est d'empêcher le départ des bateaux de migrants ». Alors, on a vu aussi M. Juncker, hein, le président de la Commission, qui, cette fois-ci, avait l'air de ne pas tituber. Il avait sans doute moins mal au dos qu'avant. C'est quand même assez incroyable, n'est-ce pas? Monsieur Juncker va voir les Espagnols pour leur dire bah, l'économie va mieux au sein de l'Union européenne. Je rappelle que les Espagnols ont un taux de chômage à 2 points. Ils ont le double du taux de chômage de la zone euro. Donc, il va leur dire le vrai problème, c'est le nationalisme. Hein, on voit bien que la priorité, alors que l'Espagne a une situation économique difficile, qu'elle est confrontée à son tour aux migrants. Oui, qui choisissent désormais, c'est ce qu'on a vu dans le dernier média, qui choisissent désormais l'Espagne comme pays prioritaire. Bien sûr, oui, puisque l'Espagne a maintenant un gouvernement nettement plus laxiste que celui de l'Italie. Bon, mais donc M. Juncker vient dire le problème en Europe, c'est le nationalisme. Donc, on voit bien que cette Europe... se coupe quand même du monde. Enfin, elle vit dans un monde particulier. Alors la séquence sur les végans, aussi, tout à fait intéressante, où l'on voit... qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 pelés et 2 tondus, hein, qui font un vague happening, mais bien entendu, ils ont un soutien médiatique, on les filme, on les présente. On leur fait du buzz autour de ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier et surtout très minoritaire. Alors c'est l'été, il y a les nudistes aussi, oui c'est bien, il faut mieux être nudiste, enfin nous on ne l'est pas encore. Et alors enfin, la séquence sur la grophobie. Alors ça me fait penser à ce que disait Renaud Camus, hein, quand il se moque de ce qu'il appelle le principe de Lagardère. Vous savez, le Lagardère, c'est si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Donc la séquence sur la grophobie consiste à nous expliquer que les gros, ils sont maltraités, c'est pas bien. D'ailleurs, on nous explique que c'est la famille qui est toxique, hein. Bon, très bien. Donc ça, on s'occupe du piano, mais le vrai sujet, c'est pourquoi il y a une épidémie mondiale d'obésité. Pourquoi l'obésité est considérée par l'OMS par un problème majeur? C'est quand même largement le fruit de la malbouffe, du mode de vie occidental qui s'est développé, accessoirement de la pauvreté, parce que l'expérience prouve que plus on est pauvre, plus on est porté sur la malbouffe. Mais non, il n'y a pas donc on fait l'inverse. Au lieu d'essayer d'expliquer les causes et d'y remédier, on est en train d'expliquer qu'il faut que les gros, les obèses, soient traités exactement très bien. Donc ça veut dire demain que si votre médecin vous dit « Ah, il faut perdre du poids », vous allez répondre « Ah, mais vous faites de la grophobie ». Hein, grossophobie. De la grossophobie. Bon, je veux dire, donc nous sommes dans un monde fou, hein, on le voit bien, où on essaie d'inverser. Et en réalité, ce discours sur la grossophobie, il sert bien les géants de l'agroalimentaire et de la malbouffe. Hein. Ouais. Il détourne l'attention. Et juste alors sur ce mot grossophobie, je voudrais faire une référence à Philippe Muret qui, dans un papier titré « La cage aux phobes »,
évoquait le fait que la phobie était une maladie. Or, on ne parle pas avec les gens qui sont malades. Bah oui, on essaie de les mettre en hôpital psychiatrique, comme en URSS. Exactement. Si vous êtes contre l'Europe de Bruxelles, vous êtes un europhobe. Si vous vous inquiétez de l'islamisation, vous êtes un islamophobe. C'est un moyen classique, totalitaire, de refuser le débat. L'Occident au secours des casques blancs, qui sont les casques blancs, eh bien ce sont, pour les médias en tout cas, ce sont des secouristes anti-Bachar al-Assad qui vont secourir, justement, comme je l'ai dit, les personnes sous les décombres des bombardements russes et de l'armée de Bachar. L'armée syrienne avançant, eh bien ces casques blancs sont en danger et l'Occident vient à leur secours. Sur ces images de l'armée israélienne, ceux qui sont désormais des réfugiés viennent à peine de passer la frontière. Un peu plus de 400 casques blancs et leurs familles, selon les derniers chiffres, ont été évacués vers Israël. Ils devraient ensuite être accueillis en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Canada. Au-delà de l'Occident, c'est aussi l'État de Jérusalem et même Netanyahou qui vient à leur secours. Il y a quelques jours, j'ai été approché par le président Trump, le Premier ministre canadien Trudeau et d'autres responsables, afin de les aider à faire sortir plusieurs centaines de casques blancs. Ces gens qui ont sauvé des vies sont maintenant en danger. J'ai donc autorisé, comme un geste humanitaire, leur transit à travers Israël vers d'autres pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre israélien emploie l'expression « ils ont sauvé des vies ». C'est l'expression qui a été utilisée dès le départ pour la promotion de ces casques blancs, qui ne sont en fait qu'un surnom, parce que le vrai nom, c'est normalement la sécurité civile syrienne. Donc c'est intéressant de voir qu'il reprend la communication médiatique américaine sur ce sujet. D'ailleurs, il le dit lui-même, nous avons pris l'initiative à la demande du président Trump et d'autres pays occidentaux. Donc c'est la démonstration, on y reviendra, que les casques blancs qui se présentent comme je cite, une organisation neutre et impartiale sont curieusement soutenus par les pays qui se sont déclarés les adversaires du gouvernement syrien. Dans les médias comme sur France 2, par exemple, eh bien, encore une fois, la manière dont les casques blancs vont être décrits, qualifiés, eh bien, tout simplement, ce sont des humanitaires, des sauveteurs, alors que pour le régime syrien, eh bien, ce sont des terroristes. Pour le régime de Bachar el-Assad, ils étaient des terroristes. Pour la communauté internationale, des héros. Oui, ils sauvent des vies, comme on dit. On sauve des vies. Mais curieusement, ils ne sauvent des vies que dans les zones où il y a l'opposition à Assad ou les islamistes. Donc en clair, ils viennent au secours de ces individus-là. Alors évidemment, autour des casques blancs, il y a une espèce de légende médiatique. Une légende médiatique qui a été construite notamment avec cet article du NBC News. Qui sont les Syriens, les casques blancs? Un article extrêmement élogieux, avec un second article aussi qui a permis de construire cette réputation. Un article qui a été publié dans le Time. Et c'était aussi, encore une fois, un reportage extrêmement élogieux. Dans la presse française, suite à cette histoire, eh bien, on a recommencé à parler des casques blancs, mais à chaque fois avec une seule dénomination, une dénomination qui passe à peu près partout. Quelques 800 Syriens, membres des casques blancs, une organisation de secouristes. C'est une coupure de courrier international. France Info. Les membres des casques blancs, organisation spécialisée notamment dans l'évacuation des personnes sous les décombres de bâtiments détruits par l'armée syrienne et l'aviation russe, sont menacés d'emprisonnement ou d'exécution de la part du régime, a ajouté l'armée. Alors, évidemment, par ailleurs, c'est un nouveau petit décryptage. Avec cette présentation des faits, on a le sentiment que seule l'armée russe, seule l'armée de Bachar al-Assad détruit des bâtiments. Et donc, finalement, de l'autre côté de la guerre, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a personne à sauver des décombres. Pourtant, il y a des zones d'ombre. Il y a des grosses zones d'ombre. Et j'ai réussi à les trouver sur un article du Huffington Post. Les casques blancs en Syrie, la propagande sous l'aide humanitaire. C'est un article de 2017, de février 2017. Donc il est
pas tout neuf. Tout le monde y a accès, tout le monde devrait pouvoir le savoir. On reproche notamment à cette organisation de justifier auprès du public l'appui à une intervention militaire américaine contre le gouvernement syrien. Et d'autre part, à délégitimer l'action humanitaire de l'ONU qui travaille dans toutes les zones en Syrie. Par ailleurs, on reproche au casque blanc d'avoir des liens avec un groupe djihadiste, Jabhat al-Nosra, et un reportage avec des images montre ces liens avec des personnes brandissant le drapeau de l'État islamique et des personnes portant ce signe distinctif de cette association, le casque blanc. Si on est gentil, on dirait il y a quand même des doutes sur le fonctionnement de cette organisation. D'abord sur son origine. Deuxièmement, quand on entend un journaliste dire la communauté internationale soutient cette organisation, il faut savoir que la communauté internationale, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et Israël et un certain nombre de pays qui, encore une fois, sont tous très hostiles au gouvernement syrien. D'autre part, elle a des liens financiers avec ces pays, puisque le département d'État américain a rappelé qu'elle était financée à hauteur de 26 millions de dollars, c'est pas rien. Les Anglais financent à hauteur du double. Si vous allez sur le site du Quai d'Orsay, vous verrez que la France a fourni du matériel à cette organisation. Espérons que c'est du matériel civil et pas du matériel militaire. Bon, d'autre part, comme je l'ai dit, elle est intervenue systématiquement dans les zones contrôlées par Daesh et par les opposants au gouvernement syrien. Et enfin, il y a eu effectivement un certain nombre de dérives diverses et variées, puisqu'il y a eu des photos où on voyait des gens armés. À chaque fois, alors ils répondent. D'ailleurs, si vous allez sur les sites, vous voyez qu'ils ont une réponse à tout. Ils expliquent que ce sont des dérives individuelles, mais qui ne remettent pas en cause l'organisation. C'est quand même une organisation un peu particulière, qui s'est entraînée en Turquie, qui a été cornaquée par un officier britannique, qui est très lié aux sociétés privées de sécurité américaines. Tout ça donne quand même une aura un peu particulière quant à aux finalités réelles de cette organisation, qui est par contre effectivement très forte au plan médiatique, comme les Daesh. Ils sont très forts pour faire de la propagande. Alors, il faut rappeler que notamment cette photo, la photo du petit Omran qui a fait le tour des médias, qui a fait des unes, avait été organisée, avait été diffusée par les casques blancs. D'ailleurs, on l'a dit plusieurs fois dans les médias, puisque justement le petit garçon a attendu 40 minutes avant de recevoir les premiers soins, 40 minutes pendant lesquelles les photographes prenaient des photos du petit Omran pour l'envoyer à la presse mondiale et donc nourrir la propagande anti-Bachar. Voilà, c'est ça, non mais c'est assez manifeste. C'est quand même une organisation à tout le moins controversée. Alors quand on entend qu'on nous explique que ce sont des gens qui risquent leur vie, avec des noms, des effectifs d'ailleurs, c'est assez amusant dans les coupures que vous avez montrées, ça varie du simple au double. On est à 400, on est à 800, on ne sait pas trop. C'est des sauveteurs, des réfugiés, c'est vrai, on n'avait pas assez de réfugiés. Il faut donc que nous prenions ces casques blancs. Curieusement, c'est des humanitaires, mais qui quittent le pays qu'ils sont censés protéger. Quand même un peu curieux. En fait, ils les quittent dans les fourgons, manifestement, des islamistes. C'est bizarre. Bon, donc, encore une fois, là, nous avons un exemple de manipulation sémantique. On essaie de... Il faut sauver les sauveteurs. Ce sont des pauvres victimes, des réfugiés. Ils risquent leur vie, eux qui ont sauvé des vies. C'est merveilleux. Mais c'est une manipulation sans doute sémantique et pas uniquement sémantique. Elle est sans doute aussi diplomatique. Michel, passons au tweet de la semaine.
Alors, c'est des tweets très drôles. J'aime bien le tweet de Colomb, là, Christophe Colomb, c'est assez drôle, mais effectivement, qui traduit le fait que le ministre de l'Intérieur s'est quand même révélé être manifestement l'homme qui était le moins informé de France. Alors, Omar Sy, là, la réalité dépasse la fiction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux, il y avait une certaine moquerie sur le thème « Est-ce que Omar Sy ne va pas finir par incarner Napoléon ?» Bah non, alors c'est pas Napoléon, c'est Arsène Lupin. Probablement après l'affaire de Knock, le film Knock, probablement. Peut-être, oui, tout à fait, oui, sans doute. Oui, tout à fait. Cette logique qui traduit bien ce mouvement qui se développe notamment en Grande-Bretagne, qui est d'essayer de transformer les héros en créant des héros multiculturels, hein, pour bien montrer que finalement la société change. La société change et puis finalement les identités, tout ça, ça n'a pas de sens. Alors on a vu le tweet sur l'islamophobie, hein, Benalla c'est de l'islamophobie. Alors il y a un tweet intéressant sur les fake news là qui montre une fausse couverture du Monde. Bon, qui montre bien qu'il faut aussi être prudent, ce qu'on a toujours dit sur Immédiat. Il faut que l'information soit recoupée, vérifiée, hein, parce que ça peut passer, surtout quand il y a une multiplicité d'informations sur une affaire. Et puis, alors le Tour de France, ça c'est intéressant, du point de vue... pour plusieurs raisons, moi je trouve que il y a quand même un énorme déséquilibre entre la façon dont est traitée cette manifestation sportive aujourd'hui et la façon dont d'autres manifestations sportives sont traitées. Chaque manifestation sportive a son propre traitement médiatique. Certes. Ne comparez pas ce qui paraît comme relativement incomparable. Les choses ont quand même changé, parce que dans le passé, le Tour de France était un très grand événement sportif. Aujourd'hui, il est encore un grand événement sportif, mais il a à l'évidence un poids assez différent d'autres manifestations, en particulier le football. Je ne veux pas dire plus, mais donc c'est intéressant de voir comment on essaie un peu de banaliser, même si c'est un sport qui permet de voir la France, c'est un sport enraciné aussi d'une certaine manière. On voit des beaux paysages français, ça c'est très important. Donc moi je ne prends pas le temps de regarder le Tour de France. En revanche, les quelques images que j'arrive à voir, notamment un peu dans mon temps libre, comme dans le boulot, puisque j'en vois passer quand même, eh bien on voit des beaux paysages français. Et ça a son importance, notamment grâce au plan aérien. Ça a son importance. On redécouvre parfois des châteaux, on redécouvre des beaux paysages. Ça a son importance. Mais hélas, ce n'est pas un sport black, blanc, beurre, donc c'est pas intéressant du point de vue de la propagande. Eh bien Michel, passons à la dernière partie, c'est le portrait piquant de Charline Vanhoenacker, l'humour au service du militantisme. Charline Vanhoenacker, c'est une histoire belge, celle d'une journaliste venue de Bruxelles jusqu'à Paris, bien décidée à mettre son humour au service de ses convictions. Formée à l'École supérieure de journalisme de Paris, elle travaille pour le journal belge Le Soir à partir de 2002, puis elle entre à la RTBF la même année. En 2010, elle devient correspondante permanente à Paris. Elle suit pour la RTBF la campagne de François Hollande en 2012 et dans un rare accès subversif, elle moque les journalistes français très majoritairement pro-Hollande. Un bref moment de réalisme qui sera suivi par des années de politiquement correct. En 2012, elle est propulsée par Pascal Clark sur France Inter. Durant l'année 2013-2014, elle présente avec Éric Delvaux l'émission 5-7, toujours sur France Inter. L'année suivante, elle est chroniqueuse humoristique dans le 7-9 de Patrick Cohen, tout en animant « Si tu écoutes, j'annule tout » entre 17h et 18h avec plusieurs chroniqueurs politiquement corrects comme par exemple Guillaume Meurice. À la rentrée 2017-2018, l'émission change de nom pour être nommée « Par Jupiter ». C'est avec cette émission que le militantisme de Charline Vanhoenacker s'épanouira complètement. Avec Par Jupiter, qui mêle le sérieux et l'humour, tous les sujets sont traités avec le sourire, avec un habillage léger pour mieux faire passer une vision du monde profondément ancrée à gauche. Dans l'Obs, l'essayiste Jean-Claude Guibaud ne s'y trompe pas et voit dans l'ascension de la Belge un symptôme de l'injonction rigolote dominante. Sous prétexte d'audace transgressive, écrit-il, on s'aligne en réalité sur ce populisme sympa qui donne le ton un peu partout dans l'audiovisuel. Un populisme sympa qu'elle mettra en œuvre jusque dans la très sérieuse émission politique. À plusieurs reprises, elle a carte blanche pour délivrer un petit discours humoristique en fin d'émission. Ses prestations sont souvent extrêmement gênantes et Charline Vanhoenacker n'apparaîtra plus dans l'émission après la première saison.
Fillon 2017. Nouveau SMS, cette fois c'est Vladimir Poutine. Toi gagner, moi savoir, car toi avoir les mêmes sourcils que Brejnev. 13h, autour d'un sandwich rillettes cornichon, son premier cercle le rejoint pour une réunion de travail sur le thème, après avoir dégommé le nain, comment fumer le vieux. Et puis, votre constat de la France, mais qu'est-ce que c'est déprimant, monsieur Fillon, un petit peu comme si Mylène Farmer faisait des reprises de Barbara. C'est simple, on va à l'un de vos meetings, on se dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je ne suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière. Charline Vanhoenacker, c'est avant tout un militantisme assumé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette journaliste a baigné dans le politiquement correct depuis sa naissance, puisque son père, professeur de morale laïque, a tenu à lui donner un baptême séculier quand elle était enfant pour marquer son athéisme militant. A noter que Charline Vanhoenacker, tout aussi anticléricale qu'elle soit, n'en plaide pas moins pour une laïcité accommodante sur le voile islamique. Charline Vanhoenacker est bien profondément de gauche. En Belgique, elle vote pour les anti-réacs, les progressistes. Et l'humoriste, figure de France Inter et donc du service public, de déclarer « Mon curseur est large à gauche ». Je pourrais voter pour un équivalent de Podemos, un socialiste pas trop corrompu ou un vert pragmatique. En France, même un Borloo m'intéresse. Pour l'Obs, en septembre 2016, elle affirme « Je me sens plus proche de la gauche alternative, je suis en train de virer anarchiste ». Charline Vanhoenacker se revendique également de la lutte des classes. Mon tropisme, c'est contre les patrons, la finance, la politique spectacle et pour la liberté d'expression, explique-t-elle dans Le Monde en 2015. Dans un portrait signé Libération daté de 2016, confirmation que l'humoriste belge n'est vraiment pas de droite. Quand je suis arrivé en France, en 2002, Le Pen venait d'accéder au second tour de la présidentielle. Cela a été mon premier choc. Je me demandais où j'avais mis les pieds. J'ai trouvé la France conservatrice, et c'est de pire en pire. La manif pour tous en est le stade ultime. Pour enfoncer le clou, Charline Vanhoenacker, en bonne cosmopolite, a été charmée par l'Afrique. En Afrique, j'avais l'impression de revenir dans le ventre de ma mère. C'est le berceau de l'humanité. Est-il besoin de lui rappeler que le Burkina Faso, pays dans lequel elle se rend régulièrement pour des activités bénévoles, a longtemps été gouverné par un homme qui déclarait fièrement « la patrie ou la mort ». Loin, très loin du politiquement correct et du gauchisme de France Inter. Alors oui, alors la pauvre Charline là, qui se désole de ne pas trouver un socialiste qui ne soit pas corrompu, ouais, ça, je comprends que c'est difficile, mais enfin, là nous voyons encore un exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui un humoriste. D'abord, en général, les humoristes ne sont pas très drôles, et puis deuxièmement, ils sont fondamentalement politiquement corrects. Les humoristes, aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui se moquent des puissants, c'est des gens qui se moquent des dissidents, des gens qui se moquent des opposants aux puissants. On voit la séquence où elle essaie de se moquer de François Fillon. Enfin, elle ne s'est pas essayé, elle s'est moquée d'ailleurs de François Fillon, qui a lui-même réagi en montrant comment, dans une émission politique à une certaine ampleur, voilà, on fait venir un histrion qui essaie de dévaloriser. Donc ça montre une fois de plus que ces humoristes, entre guillemets, médiatiques, sont en fait un rouage du système. Et d'ailleurs, le fait qu'elle soit à la fois journaliste et humoriste, on ne sait pas lequel domine, est assez révélateur. Eh bien, Michel Geoffroy, c'est la fin de cette émission, mais avant de conclure, vous avez repris une tradition de Jean-Yves Le Gallou, puisque vous avez ce qu'il appelle un coup de chapeau. Alors, un coup de chapeau, oui, je fais un coup de chapeau pour le dernier numéro de la revue Éléments. Alors, outre le fait qu'il y a un beau dessin de Brigitte Bardot. En fait, il y a un dossier tout à fait amusant et intéressant et révélateur sur les 50 ans de la Nouvelle Droite. C'est une manière particulière de fêter l'anniversaire de mai 68. Et puis, accessoirement, il y a une interview de Michel Geoffroy, bien sûr. Oui, ça sent l'autopromotion, ça, quand même. Question déontologie, là, on frôle. C'est de la publicité mensongère. C'est pas tout propre, ça. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez même, si vous avez quelques compétences, faire un extrait du passage que vous avez préféré dans cette émission. Et puis, continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avant nos vacances d'été avec Jean-Yves Le Gallou.